Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous évoquerons ce livre « France, le choc ou la chute » au sujet de la sécurité de Thibaut Montbrial, qui nous fait l'amitié d'être avec nous, avec vous tous évidemment. On évoquera aussi 3 jours après le Louvre, le casse du Louvre, le vol du Louvre, le musée a rouvert pour le grand public. Elle est pour l'exécutif, pour le ministre de l'Intérieur, l'enquête progresse, mais au niveau des responsabilités, vous le verrez, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Mais pour l'instant, c'est le journal avec vous, cher Somaya. Et à la une de l'actualité, Sonia Laure Nunez en dit plus sur les conditions de détention de Nicolas Sarkozy. Eu égard aux menaces qui pèsent sur lui, explique ce matin sur notre antenne le ministre de l'Intérieur. Le dispositif de protection dont il dispose en temps normal a été étendu à son incarcération à la prison de la Santé. 2 policiers chargés exclusivement de la sécurité de l'ex-président ont été installés dans une cellule voisine. Dans le reste de l'actualité, vous allez y revenir dans votre Midi News. Sonia, réouverture du musée du Louvre après avoir été fermé à cause du spectaculaire cambriolage dimanche matin, à l'exception de la Galerie Apollon, théâtre du cambriolage hors norme réalisé en 4 minutes chrono. Au total, une centaine d'enquêteurs sont mobilisés pour retrouver les auteurs qui sont toujours en fuite. Et puis on termine avec cette bombe météorologique qui va frapper l'Hexagone demain. La tempête Benjamin concernera toute la France, l'ensemble de la Belgique, mais aussi une grande partie de la Suisse. Les vents pourraient être plus forts que ceux qui étaient envisagés par Météo France. On attend jusqu'à 130 à 150 km/h sur la façade atlantique. Merci, cher Somaya. Vous venez de parler du Louvre, des conséquences. Alors, estimation du vol, 88 millions d'euros, mais évidemment, le coût patrimonial et historique est inestimable. Le ministre de l'Intérieur qui affirme qu'il a bon espoir pour que ces malfrats soient arrêtés, mais il est vrai que 3-4 jours après tout cela, ça devient plus compliqué. Comment vous expliquez, vous l'avez souligné tout à l'heure, Thibaut Montbrial, et je pose la question à vous tous, la question n'est pas de faire tomber des têtes pour le plaisir de voir symboliquement tomber des têtes, mais d'identifier des responsabilités. Là, on a l'impression que tout le monde se défausse, c'est un peu Ponce Pilate. Parce que je veux juste dire, c'est que j'ai très mal vécu à titre personnel ce vol. C'est une humiliation pour la France. C'est vraiment une humiliation pour la France. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui, en général, sont proches du milieu du Louvre ou de l'art, qui ont tenté aussitôt de relativiser. Mais il n'y a rien à relativiser. Le Louvre, c'est le musée français le plus connu dans le monde. Le premier devoir des musées, c'est de protéger le patrimoine, pas de le montrer, de le protéger pour ensuite pouvoir le montrer. Et là, il y a eu dans les conditions dont on a déjà beaucoup parlé à votre antenne, ce vol. Je pense que c'est une sorte de symbole de toutes nos faiblesses. Quelles que soient les forces qui soient derrière, je pense peut-être qu'on retrouvera les gens, j'espère. Mais qu'on retrouve les bijoux. Mais qu'on retrouve, non, bien sûr, qu'on retrouve les bijoux et les auteurs. Mais quoi qu'il arrive, et même si on les retrouve, le simple fait que ça a été possible dans ces conditions-là, en révélant ce que ça a révélé comme faiblesse des moyens mis pour protéger notre patrimoine, je trouve ça extrêmement humiliant. Mais les conditions, parlons-en. Tout a bien fonctionné. Mais c'est la phrase. Raison, non, mais je vous assure. 800 millions d'euros pour la restauration du Grand Louvre, 800 millions d'euros, et pas un centime pour des capteurs de mouvement le long de la façade. Non mais hallucinant. Tout est dit. Philippe. Je n'abuserai pas du terme humiliation, mais parce Comment que vous l'avez ressenti, la alors France en connaît tellement des humiliations. Je ne mettrai pas sur le même plan, par exemple, le scandale de la passivité à l'égard de Boualem-Sansal et ce braquage réussi au Louvre qui révèle, c'est vrai, un terrifiant dysfonctionnement, mais tout de même, ça n'est pas de même nature. Philippe Bilger, vous me rappelez une chanson de Jacques Brel. On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Oui. Le problème, c'est qu'on s'habitue tellement à se faire humilier que j'ai l'impression que la France est en phase de mitridatisation humiliatrice. Vous savez, la mitridatisation, on vous met un poison en quantité de plus en plus importante, et au bout d'un moment, pour vous mettre une grosse dose, vous survivez. Mais l'humiliation, elle est mondiale. Allez voir un peu les réactions dans le monde entier. Mais le drame de la France, c'est que nous avons une haute fonction publique qui, si elle était un statut d'entreprise, serait la société à irresponsabilité illimitée. Rappelez-vous, comme il y a des sociétés à responsabilité limitée.
Je vais noter, vous me permettez sans droit d'auteur. Je ne demanderai pas de droit d'auteur. Mais je l'ai dit, hein. Ah bon? C'est un vol. Mais c'est pas du tout un vol. Celle-là, je l'ai dit qu'il y a des années. Non, mais c'est scandaleux, Sonia. C'est scandaleux. Ah, c'est excellent. C'est une manière de le faire bien voir contre le bilgère. Ah non, pas du tout. Non, mais attendez, 2 choses. Rappelez-vous le sang contaminé, des centaines de morts. Responsable, mais pas coupable. Oui. Un procès, un ministre qui a une peine de principe, et de l'autre, ça passe. Une autre affaire qu'on a oubliée, on parlait du terrorisme palestinien tout à l'heure. Alors, c'était il y a 33 ans de mémoire. L'affaire Habash, où un terroriste palestinien vient à Paris, oui. Aucun ministre n'a sauté. Par contre, on a trouvé 3-4 lampistes dans des cabinets à mettre au rencard pendant quelques temps. Continuons. La justice... On remet quelqu'un en liberté, il tue quelqu'un, personne n'est responsable ni coupable. Le problème de la haute fonction publique française, c'est que c'est responsable quasiment jamais, coupable jamais. Bon, en tous les cas... ça confère quand même... Oui. Ça confère... moi, j'appellerais pas ça une humiliation, j'appelle ça un dépouillement permanent. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de faire le pour lien vous rassurer, oui. On descend à chaque fois d'une marche. Le vol de ces bijoux, donc de l'histoire de France, Philippe de Villiers pourrait peut-être même appeler ça un mémoricide. Le nombre d'églises profanées, saccagées, des prêtres attaqués, quelqu'un qui allume sa cigarette sur la tombe du soldat inconnu, etc. Il n'y a pas de causalité directe, mais je pense qu'il y a une anti-France d'atmosphère et qui se propage parce qu'il y a un sentiment d'impunité du fait justement de ce manque de responsabilité. Alors, c'est ce que décrit ce livre, Thibaut de Montbrial. Plus la France, dites-vous, s'enfonce dans ce domaine-là, sur le plan sécuritaire, plus il y a une barrière ou un mur de résistance qui est le mur du déni. Et pour le faire tomber, c'est très intéressant parce que Thibaut de Montbrial a fait converger des statistiques, c'est des chiffres, c'est têtu, c'est carré, et vos retours de terrain. Il me semblait que c'est la première fois qu'il y a ce mariage-là, cette convergence, pour un constat qui est implacable. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « plus on s'approche de la montagne, moins on la voit ». Et on est très proche de la montagne, du mur, on peut prendre toutes les images qu'on veut, mais on est très proche d'un impact. Et je suis sidéré d'entendre ici et là des journalistes, des élus, des avocats, des magistrats relativiser, être dans une forme de déni. Et donc j'ai décidé de faire converger d'une part les statistiques les officielles, françaises et européennes, et d'autre part tout ce que je vois depuis 18 mois comme avocat, comme président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, j'ai fait 31 réunions publiques. J'ai vu plus de 5000 personnes, dont beaucoup d'élus locaux. Et comme officier de réserve opérationnelle de la gendarmerie, j'ai fait une douzaine de jours de terrain. Et donc, je fais converger tout ce que j'ai vu et tout ce qu'on m'a raconté. Et figurez-vous que, sans grande surprise, les chiffres rejoignent la réalité de la vie des gens. Et j'ai eu envie de mettre ça en perspective en faisant un livre en 2 temps. D'abord, un constat qui est terrible, qui est franchement sombre, mais en même temps, je propose des solutions et moi je porte en moi une vraie espérance dans l'engagement. Je pense qu'il faudra qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans notre pays, à commencer par l'état d'esprit des gens qui sont au pouvoir et peut-être même les gens qui sont au pouvoir tout court, pour mettre en œuvre une politique, un choc. Rappelons que c'est vous qui avez utilisé cette expression de choc d'autorité, qui est ensuite passé dans le langage. Là, messieurs, là, on reconnaît la paternité de cette expression. Et c'est très intéressant parce que je l'emploie depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, tous les gens qui ont été au pouvoir se le sont réappropriés. Mais pour quel résultat ? Il n'y en a pas un qui l'a mis en œuvre. Vous écrivez que l'affaire Naël a été un véritable révélateur. Je rappelle que vous êtes l'avocat du deuxième policier. N'a pas tiré. Oui. Malgré tout, vous êtes, si je puis dire, évidemment impliqué dans la défense de cette affaire. Pourquoi ça a été un révélateur ? Ça a été un révélateur à plusieurs égards. Ça a été un révélateur d'abord pour les policiers qui ont compris que quand ils appliquaient au sens littéral le texte qui régit leur utilisation de la force, ils pouvaient, en fonction de considérations d'émotions et politiques, se retrouver accusés. Puisque je ne rentre pas dans les détails, mais le tir, moi j'ai assisté à la reconstitution qui a duré 12 heures, et le tir correspond exactement au sens littéral à l'un des paragraphes du texte applicable. Ça a aussi été, si on dézoome, un révélateur sur la rapidité avec laquelle l'ensemble des quartiers en France, et dans quasiment tous les départements, non seulement peuvent s'enflammer, mais peuvent sortir de leur zone pour aller attaquer les centres-villes. Et ça a été un révélateur du fait que ceux qui travaillent sur ces sujets ont compris désormais que ce qui sépare les graves désordres de 2023 du chaos total avec des centaines de morts, des quartiers, des territoires perdus, des voyous qui rentrent dans les pavillons, qui violent, qui pillent, qui tuent,
Il y a une seule Là, chose vous parlez d'une attaque comme le 7 octobre. Je parle d'une attaque comme le 7 octobre, par exemple. Il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare de ça, c'est que pour l'instant, pour des raisons liées à leur intérêt objectif d'hommes d'affaires, les gens qui sont à la tête des réseaux de grande criminalité organisée, qui tiennent les armes de guerre, font très attention à ce qu'elles ne soient pas utilisées contre les policiers ou contre des civils. Pourquoi ? Parce que ça déclencherait une réponse de l'État avec un état d'urgence, peut-être un article 16 de la Constitution, etc., qui aurait comme conséquence que le business quotidien ne pourrait plus prospérer. Donc c'est l'intérêt économique des trafiquants qui, pour l'instant, concourt à maintenir la paix civile dans le pays. Pas que, mais je pense qu'aujourd'hui que c'est devenu le facteur principal. J'invite nos téléspectateurs vraiment à lire la partie espoir. Je voudrais pas trop que vous dévoiliez, parce que vraiment, je crois que c'est l'une des premières fois où vous mettez comme ça noir sur blanc et vous étayez de telles pistes qui, pour certains vont le voir comme un programme politique. Moi, je le vois plutôt comme une déclaration d'amour pour le pays et une manière de le sauver. Je pense que pour sauver le pays, il faut un programme politique, mais il faut qu'il soit porté. Il faut qu'il soit porté littéralement par ce qu'on a dans les tripes et dans le cœur. On peut plus. Le pays crève aujourd'hui des gens qui ont fait de la politique de profession. Pour certains, très bien, mais avec sans doute en perdant de vue, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, l'exigence de courage et la dimension presque sacrificielle. Aujourd'hui, on est dans une situation telle, moi, quand je vais sur le terrain, j'entends beaucoup l'expression qui peut être dite de différentes façons, mais que je résume par « ce ne sont pas les gens qui nous ont rendus malades qui vont nous soigner ». Il y a une attente considérable de changement. Il y a dans les exécutifs locaux des jeunes politiques qui sont très très bons, de droite et de gauche. Il y a des gens de gauche, de la gauche républicaine. Je ne parle pas de la France insoumise, mais les gens de gauche républicaine qui aiment ce pays. Et tout le monde est d'accord sur le fait que le rétablissement du socle d'autorité, remettre l'Église au centre du village, se réapproprier les fondements de ce qui fait le pacte social. C'est-à-dire que pour vivre ensemble, il faut qu'il y ait des règles qui soient respectées et donc dont la violation entraîne une sanction, et que c'est la reconstruction de ce socle qui permettra ensuite de redévelopper un pays vertueux sur la base de l'éducation et de la culture. Et c'est possible. Donc la sécurité, c'est pas un programme politique, c'est un préalable. C'est le préalable au fait qu'on revive ensemble. Et la sécurité, ça permet de remettre en place de l'égalité, parce que sinon c'est les riches qui se protégeront et les pauvres qui trinqueront, de la fraternité, parce que s'il n'y a pas de sécurité, on regarde l'autre comme un ennemi possible et on se méfie des autres au lieu d'aller vers les autres, c'est égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, et bien sûr la liberté, puisque si vous n'êtes pas dans des conditions de sécurité qui vous permettent d'exercer cette liberté. Vous avez une liberté de papier, mais vous n'avez plus une liberté d'engagement. Donc c'est ni de droite ni de gauche la sécurité, Sonia Mabrouk. C'est du bon sens. Et c'est le socle. Je l'ai souvent dit à des personnalités de gauche qui nous demandaient pourquoi on insistait sur ce sujet-là. Et au contraire, vous l'avez très bien résumé avec cette devise que l'on chérit tant. Moi, je trouve que alors pardonnez-moi, c'est une émission qui est un peu écourtée aujourd'hui parce que on va rediffuser l'entretien de Monsieur Nunez pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui l'ont vu et qui ont envie de mieux comprendre ce qui a été dit. Donc je les invite à rester. Ministre de l'Intérieur, ancien préfet de police. Peut-être un mot pour résumer. Oui. Moi, ce qui me plaît, j'allais évidemment poser une question critique comme d'habitude, et je suis rassuré parce que justement, Thibault, je ne savais pas qu'il y avait ce chapitre essentiel sur l'espoir. Mais il a été écrit pour vous, Philippe. J'en ai par-dessus la tête du défaitisme. C'est même plus que l'espoir, c'est l'espérance. Et d'un mot, je m'adresse notamment sur un paragraphe dont j'ai posé chaque mot aux Français, aux jeunes Français d'origine étrangère qui, eux, veulent s'intégrer, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, leur culture, etc., et qui veulent rentrer dans ce creuset républicain, parce que sinon, eh bien, c'est sur eux que pèse l'effort islamiste. Et vous parlez d'assimilation, contrairement au ministre de l'Intérieur qui ne veut pas notamment utiliser ce mot. Je vous remercie. Et je leur tends la main. On aura l'occasion de se retrouver pour une émission avec évidemment un délai et un horaire habituel. Laurent Nunez est à suivre. À demain. Voilà. On s'y perd.